Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur la leçon 13 d'un cours en miracle. C'est une leçon assez courte, mais alors, d'une densité surprenante. Elle s'attaque à une seule et unique idée, mais une idée vraiment puissante sur l'origine de nos peurs. Allez, on est parti pour explorer ce qui se cache derrière notre anxiété. Voilà, l'idée centrale est posée, dès le début. C'est une affirmation qui peut paraître à la fois évidente et en même temps profondément dérangeante. L'idée qu'un monde sans aucun sens puisse être la source directe de la peur, eh bien c'est le point de départ de toute notre exploration. Alors comment est-ce que cette idée se déploie? La question est simple, mais elle est essentielle. Pourquoi est-ce que cette affirmation nous met si mal à l'aise? Qu'est-ce qu'il y a dans ce vide de sens qui peut provoquer une anxiété aussi intense? Et là, le texte fait une distinction qui est absolument cruciale. Il nous dit qu'un monde sans signification, en réalité, c'est impossible. Mais, et c'est là que tout se joue, ça ne nous empêche pas de croire qu'on en perçoit un. La peur naîtrait donc de cette perception, de cette croyance, et non de la réalité elle-même. Cette perception d'un vide, d'une absence de sens, ça devient alors une sorte de champ de bataille psychologique. C'est exactement sur ce terrain que l'ego entre en scène, avec sa propre lutte, son propre combat, pour imposer une signification. Et ce conflit, il est vraiment saisissant. D'un côté, on a l'ego qui se précipite, presque frénétiquement, pour remplir ce vide qu'il perçoit avec ses propres idées, ses propres significations. Il fait ça par peur, la peur que ce vide ne vienne révéler sa propre fragilité, son impuissance. Et de l'autre côté, il y a le vrai sens, qui attend d'être inscrit. C'est une véritable compétition pour définir la réalité. Forcément, face à cette peur existentielle, l'ego a besoin d'un mécanisme de défense. Voyons un peu comment il s'y prend pour se protéger de cette terreur du vide. Le texte définit les illusions comme des boucliers en fait, des mécanismes de sécurité. L'ego projette sur le monde des images, des significations qui n'y sont pas vraiment, juste pour ne pas avoir à faire face à ce sentiment d'insignifiance. Du coup, ces illusions deviennent notre réalité fabriquée, un rempart contre l'anxiété. Bon, maintenant que la théorie est posée, la leçon nous propose une méthode pratique pour voir au-delà de ces illusions. C'est un exercice qui est conçu pour affronter cette peur-là, droit dans les yeux. L'exercice est très structuré. D'abord, on intériorise l'idée, les yeux fermés. Ensuite, on confronte cette idée à notre perception directe du monde. On ouvre les yeux, on regarde autour de soi, et on dit à voix haute « Je regarde un monde insignifiant ». On le répète. Et pour finir, on ferme les yeux pour la conclusion, qui est en fait la partie la plus importante de tout l'exercice. C'est justement cette dernière étape qui est conçue pour nous amener à une prise de conscience. L'exercice, ce n'est pas juste une observation passive. Son but, c'est de révéler la cause cachée, la cause profonde de la peur que l'on ressent. Alors, quelle est cette pensée? C'est quoi ce secret qui est caché derrière la peur du vide et que cet exercice est censé mettre en lumière? Et voilà, c'est ça, la révélation. Le point crucial, c'est que la peur d'un monde sans sens viendrait de cette croyance sous-jacente qu'on est en compétition avec Dieu pour le droit de donner un sens au monde. C'est une idée pour le moins audacieuse et profondément troublante. Alors, c'est tout à fait normal de trouver cette conclusion difficile, voire même absurde. Le texte anticipe d'ailleurs cette résistance. La peur, nous dit-il, vient de l'idée de la vengeance d'un ennemi puissant avec qui on se croirait en compétition. C'est une première étape, une première tentative pour exposer une relation de cause à effet qu'on n'a pas l'habitude de voir. La peur ne vient pas du vide lui-même, mais de la bataille qu'on croit mener pour le remplir. On va se quitter avec cette dernière question pour réfléchir. Et si toute cette peur, toute cette anxiété face à l'insignifiance n'était pas la preuve d'un monde terrifiant, mais simplement le symptôme d'un profond malentendu sur notre véritable place dans la création? C'est une pensée à méditer. Bon, entamons cette nouvelle exploration en profondeur parce que on a sur la table un document d'une densité psychologique vraiment redoutable aujourd'hui. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, je suis ravie de plonger là-dedans avec toi. Le texte qui nous occupe, c'est un extrait très spécifique tiré du livre Un cours en miracle. Et l'attention se porte sur un fragment bien précis, c'est la leçon 13. Tout à fait. Et le titre de cette leçon résonne presque comme un postulat clinique en fait. Ça s'intitule « Un monde insignifiant engendre la peur ». C'est direct, ouais. C'est très direct. Et notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer cette dynamique intime entre la perception du vide, cette fameuse insignifiance, et l'anxiété humaine. Comprendre vraiment les rouages de l'esprit face à ce qui échappe totalement à son contrôle narratif.
Et le point de départ de ce texte, il repose sur un paradoxe conceptuel qui est fascinant. Parce que l'auteur affirme d'emblée, selon sa propre ontologie, qu'un monde insignifiant est fondamentalement impossible. C'est ça, le postulat de base est super clair. Rien sans signification n'existe. Exactement. Pourtant, tout l'enjeu de la leçon repose sur le fait que l'esprit humain est intimement persuadé de percevoir ce vide. Il croit voir cette absence de sens. Il en est même convaincu. Absolument. Et c'est cet écart cognitif entre une réalité qui est supposément pleine de sens et une perception humaine défaillante qui sert vraiment de fondation à tout l'argumentaire. Mais ce paradoxe, il soulève tout de suite une interrogation sur la nature même de notre perception. Si le vide absolu, l'insignifiance, est une impossibilité selon le texte, Ce qui est son postulat, oui. le fait même que l'esprit croit le percevoir devient le véritable sujet d'étude. Et franchement, le texte ne prend pas de gants pour décrire la réaction face à cette perception illusoire. Ah non, pas du tout. Il affirme que reconnaître cette insignifiance suscite, et je cite, une intense anxiété chez tous les séparés. Alors, sans s'attarder sur la sémantique de la séparation, qui fait écho à la condition dualiste de la conscience, C'est un grand classique de ce genre de littérature, oui. voilà, c'est vraiment l'intensité de cette anxiété qui frappe. Enfin, il suffit d'imaginer une immense toile vierge avec l'injonction d'y projeter une identité. Ou alors l'expérience d'être soudainement plongé dans l'obscurité totale et silencieuse, tu sais, comme dans une chambre anéchoïque. Mon Dieu, l'angoisse. C'est ça. Le vide ne se présente jamais comme une donnée neutre pour la psyché. Il se manifeste vraiment comme un vertige. Et ce vertige s'explique assez bien. C'est par le fait que l'esprit, qui est conditionné par la dualité, est tout simplement incapable de concevoir un espace vide comme un espace de repos. Ou de neutralité. Il y a toujours ce besoin de combler. Toujours. Et le texte propose une métaphore d'une grande précision pour illustrer ça. La situation d'insignification est décrite non pas comme un néant pacifique, mais vraiment comme un espace de tension extrême. C'est une arène. Une arène, oui, le mot est juste. Où, pour reprendre la terminologie de la source, Dieu et l'ego se défient l'un l'autre d'y inscrire leur propre signification. Le vide devient un territoire à conquérir, en fait. C'est un énorme enjeu de pouvoir narratif. Cette image de la page blanche comme champ de bataille, c'est crucial pour comprendre la suite du raisonnement. La source décrit la réaction de l'ego face à cet espace avec un adverbe que je trouve très révélateur. Il dit que l'ego s'y précipite frénétiquement. Frénétiquement, oui, c'est le mot-clé. Cette frénésie, elle trahit une urgence viscérale. L'ego ne se contente pas de proposer un sens tranquillement, il l'impose dans une précipitation absolue avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse s'y établir. C'est une vraie course contre la montre psychologique. Et cette course, elle s'enracine dans une terreur existentielle profonde. Le texte fournit une analyse quasi clinique de cette panique. Qu'est-ce qu'il dit exactement là-dessus ? En gros, il explique que si le vide n'est pas instantanément comblé par les constructions de l'ego, cela démontrerait de manière irréfutable sa propre impuissance et sa propre irréalité. Ah oui, l'irréalité de l'ego lui-même. Exactement. L'ego n'a pas de substance propre, il n'est maintenu en existence que par le mouvement continu de ses projections. Donc, un esprit qui contemple le vide sans chercher à le définir, c'est un esprit où l'ego cesse purement et simplement d'opérer. L'absence de drame, l'absence de jugement, c'est la fin pour lui. L'arrêt de mort. L'étiquetage compulsif, c'est sa respiration. Sans ça, cette structure identitaire s'effondre. Ce qui amène le texte à faire une concession d'une ironie mordante d'ailleurs. Laquelle ? Eh bien, en parlant de cette terreur de l'ego face à sa propre disparition, l'auteur écrit « Or, en cela seulement, il a raison ». Ah oui, c'est très juste. La mécanique de survie de l'illusion est parfaitement rationnelle de son propre point de vue. Si l'ego laisse le vide exister, il disparaît. Donc sa frénésie, c'est pas un dysfonctionnement, c'est son état de fonctionnement optimal pour garantir sa perpétuation. C'est un instant de survie de base. Voilà. L'anxiété n'est pas un accident de parcours, elle est le carburant nécessaire à la fabrique du sens. Et cette nécessité absolue de fabriquer du sens, elle produit des effets collatéraux dévastateurs sur la perception. C'est-à-dire ? L'esprit, sous l'emprise de cette peur de l'effacement dont tu parles, entre dans un mode de production littéralement hallucinatoire. Le texte explicite ce processus.
L'esprit va inévitablement doter le monde d'attributs qu'il ne possède pas et l'encombrer d'images qui n'existent pas. Des fantômes en quelque sorte. Inventer des menaces, des intentions hostiles ou des scénarios catastrophes. C'est fou quand on y pense. Il est fascinant de constater que selon cette logique, un monde terrifiant est perçu comme préférable à un monde insignifiant. Bien sûr, parce que la terreur offre au moins une structure. La terreur donne une place à l'ego. Le texte va d'ailleurs jusqu'à qualifier ces illusions de véritables mécanismes de sécurité. C'est le terme, oui. L'ego se protège de l'effacement en créant des problèmes qu'il devra ensuite résoudre ou fuir. Et par extension, l'individu qui s'identifie totalement à cette construction mentale adopte ces illusions comme ses propres boucliers. Il devient sa propre peur. Exactement. Voir le danger partout donne l'illusion du contrôle et justifie un état d'alerte permanent, ce qui ancre vraiment l'identité dans la matière de la peur. Leur renversement de perspective est total. Les angoisses ne proviennent pas d'une menace extérieure objective, comme on le croit toujours. C'est pas le monde qui nous attaque. Non, c'est un besoin endogène de maintenir la machine à projeter en mouvement. L'illusion devient le garant de l'identité. Et c'est précisément pour désamorcer ce mécanisme d'autopréservation que le texte opère une bascule assez abrupte de la théorie vers la pratique. Ah oui, le fameux exercice. Voilà, il ne s'agit plus de disserter philosophiquement sur la nature de la perception. Là, il s'agit d'intervenir directement sur son fonctionnement, par le biais d'un protocole expérimental assez rigide. Oui, ce passage au laboratoire pratique, c'est vraiment l'un des aspects les plus exigeants de cette source. L'exercice imposé est assorti de contraintes très spécifiques qui soulignent la charge mentale qu'il représente. Les instructions sont très claires. Très clair. Il faut le répéter 3 ou 4 fois, pas davantage, et pour une durée n'excédant pas 1 minute à chaque tentative. 1 minute, ça a l'air de rien. C'est peut sembler dérisoire, oui. Mais face à l'inertie cognitive de l'ego, 1 minute à regarder le vide, c'est une éternité. Le protocole se déploie en 3 phases. Vas-y, détaille-nous ça. La première consiste à fermer les yeux et à se répéter mentalement l'axiome « Un monde insignifiant engendre la peur ». C'est une phase d'imprégnation conceptuelle. D'accord. Mais la véritable friction cognitive, elle intervient lors de la deuxième étape. L'instruction exige d'ouvrir les yeux, d'examiner lentement son environnement immédiat et de déclarer à voix haute ou mentalement « Je regarde un monde insignifiant ». C'est troublant à faire. Très troublant. Demander à un esprit qui est conditionné à la reconnaissance de forme, à l'évaluation de l'utilité, à la détection de menaces, de suspendre soudainement tout processus d'attribution de sens. Ça revient à provoquer un court-circuit délibéré. La chaise n'est plus faite pour s'asseoir. Exactement. Une simple chaise n'est plus un objet sur lequel s'asseoir, un mur n'est plus une limite, ce sont des phénomènes complètement dépouillés de la narration humaine. Et le cerveau résiste naturellement à cette désubstantialisation de son environnement. C'est une tentative de regarder le monde sans le prisme de l'utilité ou même de la mémoire. Et l'exercice culmine avec la 3e étape qui impose de refermer les yeux et de prononcer une conclusion d'une brutalité psychologique indéniable. Ah oui, la phrase choc. La voici. Un monde insignifiant engendre la peur parce que je pense être en compétition avec Dieu. C'est violent. La phrase opère comme un véritable électrochoc. Elle relie soudainement l'acte très banal d'observer une pièce vide à une sorte de lutte de pouvoir cosmique. Et pour bien saisir la portée de cette déclaration, il faut vraiment décrypter la notion de compétition avec Dieu dans le cadre de référence du texte. Oui, parce qu'il ne s'agit pas forcément d'une vision religieuse classique ici. Non, pas du tout. Ici, l'instance divine, ça représente la réalité inaltérable, la source d'un sens objectif et absolu qui échappe totalement aux paramètres de l'ego. La réalité telle qu'elle est en fait. C'est ça. L'ego, quant à lui, il opère comme un usurpateur fondamental. Sa survie dépend de son monopole absolu sur l'interprétation de la réalité. Il veut écrire le script. Il exige d'écrire le script. Avouer que l'on a peur du vide parce que l'on se croit en compétition avec cette vérité absolue, c'est mettre en lumière l'arrogance suprême de la psyché. L'esprit est terrifié à l'idée de capituler, de laisser un sens qui n'est pas de sa propre fabrication s'imposer à lui. Cette usurpation du rôle d'auteur de la réalité, c'est vraiment la clé de voûte de l'anxiété. L'esprit s'épuise à écrire un scénario perpétuel pour éviter d'être confronté à une vérité qui le dépasse complètement. Complètement. L'auteur du texte est d'ailleurs d'une lucidité clinique quant à l'impact de cette affirmation sur le praticien. Il anticipe formellement la réaction de défense.
Il sait que ça ne va pas passer facilement. Il prévient, sans aucune ambiguïté, qu'il sera difficile d'éviter une forme ou une autre de résistance. Il diagnostique même que l'esprit aura très probablement le réflexe de rejeter cette pensée en la qualifiant de pure absurdité. Et c'est typique. La qualification d'absurdité, c'est le mécanisme de défense par excellence de l'intellect lorsqu'il est acculé. En discréditant l'énoncé, l'ego s'épargne tout simplement l'effort de le confronter. C'est pratique. Très pratique. Mais l'analyse de cette résistance va plus loin dans le texte. La source affirme que ce rejet provient en réalité de la peur de la vengeance de l'ennemi. L'ennemi, c'est fort comme terme. Cette formulation dramatique, elle illustre parfaitement le fonctionnement projectif de la peur. Lorsque l'ego se sent menacé de destitution, il génère la croyance qu'un abandon de contrôle entraînera forcément des représailles. Cette personnification de la menace sous les traits d'un ennemi vengeur, c'est la tactique ultime pour maintenir le statu quo. L'esprit se convainc que s'il arrête de dicter le sens des choses, s'il dépose les armes dans cette fameuse compétition, une force punitive va s'abattre sur lui. C'est la justification parfaite pour ne jamais relâcher l'attention. Exactement. Et c'est pourquoi la consigne qui encadre cette résistance est si stratégique. Le texte précise très clairement qu'il ne s'agit pas, à ce stade expérimental, de croire à l'énoncé. Non, non, surtout pas. L'injonction est simplement d'observer. L'esprit est invité à noter avec soin tout signe de peur manifeste ou caché. On demande à l'individu de devenir le témoin impartial de sa propre panique structurelle. Et cette distinction entre l'observation et la croyance, elle est fondamentale. Forcer la croyance, ça ne ferait que renforcer l'ego spirituel ou intellectuel. Il s'emparerait du concept pour en faire une nouvelle armure. C'est le danger. Observer la mécanique de la peur sans chercher à la modifier, par contre, ça introduit un espace de conscience inédit. De plus, le texte souligne un point méthodologique très intéressant ici. Sur la cause et l'effet. Oui. Cette leçon marque la première tentative d'exposer une relation explicite de cause à effet, la cause étant le désir de compétition pour le contrôle narratif, et l'effet étant l'expérience d'un monde terrifiant et insignifiant. Cette exposition de la loi de cause à effet est cependant immédiatement tempérée par une mise en garde de l'auteur. La source considère que l'esprit est encore trop inexpérimenté pour reconnaître pleinement cette dynamique dans toutes ses implications. Il y a une volonté évidente de ne pas surcharger le système cognitif de la personne qui lit. C'est pour ça que la consigne est formelle, il ne faut pas s'y attarder ou tenter d'y penser en dehors de la minute stricte allouée à l'exercice. Cette limitation temporelle, c'est une vraie soupape de sécurité. L'intégration d'un concept aussi subversif pour l'architecture de l'ego requiert une titration très précise. Un dosage. Un dosage millimétré. Une exposition prolongée, ça provoquerait une dissociation ou un rejet massif immédiat. Le but, c'est juste de créer une micro-fissure dans l'édifice des croyances perceptuelles, de semer le doute sur la validité de nos propres projections, sans pour autant déclencher une crise existentielle ingérable au quotidien. C'est une approche chirurgicale de la déconstruction mentale. Le terme est parfait, c'est chirurgical. La synthèse de ces différents éléments théoriques et pratiques révèle vraiment une architecture psychologique d'une complexité fascinante. Ce que ce texte met en lumière, au fond, c'est l'intolérance viscérale de notre appareil cognitif face à l'absence de scénario. On ne supporte pas le vide. On le fuit. Face à l'hypothèse de sa propre irréalité, révélée par un espace insignifiant, la structure égotique s'emballe. Elle projette à un rythme effréné des chimères, des conflits, des menaces sur un monde qui, sans cette intervention frénétique, demeurerait fondamentalement neutre. C'est ça. L'anxiété n'est donc pas une réaction aux stimuli du monde, mais la manifestation d'une compétition interne acharnée pour maintenir l'illusion du contrôle absolu sur la signification de l'existence. Et cette analyse redéfinit entièrement notre conception de l'anxiété quotidienne. Comment ça se traduit dans la vie de tous les jours ? Eh bien, la peur face à l'incertitude économique, relationnelle ou existentielle, elle n'est plus perçue comme une réaction à un danger réel. Elle est perçue comme le symptôme de cette précipitation de l'esprit à écrire le pire des scénarios plutôt que de tolérer une page blanche. Mieux vaut un film d'horreur que pas de film du tout. Exactement.
Comprendre que nos perceptions les plus angoissantes sont souvent le fruit de ces mécanismes de sécurité obsolètes, ça permet d'introduire un espace de recul phénoménal. On ne lutte plus contre un monde hostile, on observe un esprit terrifié par son propre vide, qui tente de se rassurer par la création de drames fictifs. L'application de ces principes transforme radicalement l'approche face à l'inconnu. Lors d'un moment de panique, face à une situation indéterminée, le simple fait de se rappeler que les menaces perçues pourraient n'être que des images ajoutées par un esprit fuyant l'insignificance, ça permet de désamorcer une immense part de la charge émotionnelle. C'est une bouffée d'oxygène. C'est une véritable invitation à suspendre le jugement, à stopper la machine à interpréter, ne serait-ce que pour observer la nature factice des attributs que l'on plaque sur la réalité. La neutralité cesse d'être une menace pour devenir un outil de lucidité. C'est l'essence même d'une forme de déprogrammation cognitive. En refusant de cautionner systématiquement les projections alarmistes de la psyché, on cesse d'alimenter la compétition stérile pour le contrôle. On lâche prise. L'esprit apprend progressivement à tolérer des espaces de non-savoir, des zones où le sens n'est pas encore ou n'a pas même besoin d'être défini par l'expérience passée ou l'anticipation anxieuse. Et pour clore cette analyse en profondeur de la leçon 13, il convient de pousser la logique de la source jusqu'à son point de bascule ultime. Je t'écoute. Si toute notre machinerie perceptuelle s'évertue automatiquement et avec une frénésie teintée de terreur à remplir le moindre espace insignifiant d'illusions anxiogènes juste pour sauvegarder une identité construite, que se produirait-il si l'on décidait, de manière pleinement consciente, de laisser la page blanche intacte ? C'est la grande question. Et si cet espace d'insignifiance absolue, que l'architecture de notre esprit nous somme de fuir comme le pire des anéantissements, n'était pas la source de l'angoisse, mais bien le seul territoire où réside la véritable liberté psychologique. Un espace complètement dégagé. Une suspension du sens, non pas comme un vide à combler, mais comme l'émergence d'une clarté sans entrave. Voilà une réflexion à laisser décanter bien au-delà des cadres conceptuels habituels pour tous ceux qui s'intéressent au fonctionnement de leur propre esprit. Ces podcasts ne constituent pas une interprétation officielle de Un cours en miracle. Ils ne prétendent ni expliquer le cours dans son entièreté, ni remplacer l'étude personnelle du texte.